Voilà, nous sommes prêts enfin à aborder la mécanique quantique. Et nous commencerons au départ par une démarche qui est parallèle à celle des objets classiques. Nous allons étudier les objets quantiques en ne suivant pas une démarche historique, mais en partant dès le départ des propriétés telles qu'on les définit actuellement. Donc, nous aurons une description des propriétés élémentaires des objets quantiques et très vite nous aborderons la notion de fonction d'onde qui est centrale en mécanique quantique et qui est essentielle pour la description des propriétés dynamiques à l'échelle de l'infiniment petit. De cette fonction d'onde, nous déduirons des propriétés de symétrie, par exemple telles que la propriété de spin ou d'autres, qui sont caractéristiques des particules quantiques. Et ensuite, nous essaierons de faire un tableau, de classer les particules élémentaires qui constituent les briques de notre univers. Et nous serons prêts dans les chapitres suivants à aborder les propriétés dynamiques de la fonction d'onde et aussi des états liés avec toutes les applications qui s'en suivent. Donc nous allons parler de la mécanique quantique, c'est-à-dire la mécanique quantique non relativiste, c'est-à-dire qui va traiter des objets certes petits, beaucoup plus petits que le millimètre ou le micron, mais en même temps à des vitesses et des énergies qui restent faibles par rapport à celles qu'on observe pour la relativité. Comment caractériser un objet quantique? Tout d'abord, on va rappeler ce que nous avons vu pour les objets dits classiques. En haut, vous avez les caractéristiques constantes, c'est-à-dire la masse, la charge électrique, les propriétés magnétiques, etc. Et puis en dessous, vous avez ce qu'on appelle les variables dynamiques, qui sont déterminées par la position et la vitesse des particules, tout ceci étant dépendant du temps, si bien que toute particule, avec les équations que nous avons vues dans la mécanique précédente, sont déterminées par 7 nombres. D'une part, 3 nombres pour la position, 3 nombres pour la vitesse, et un nombre pour le temps. Quant aux objets quantiques, on va retrouver les caractéristiques stables et fixes, comme la masse, la charge électrique, et nous en ferons une synthèse tout à l'heure. Il y a d'autres caractéristiques spécifiques aux objets quantiques, mais en revanche, on va abandonner la description en termes de trajectoire et de vitesse de particules. Toutes les composantes dynamiques sont déterminées par ce qu'on appelle une fonction d'onde, psi, la fameuse fonction d'onde psi, qui contient un objet mathématique complexe et compliqué, complexe parce qu'il a une partie réelle, une partie imaginaire, et qui contient toutes les informations sur la dynamique de la particule. Donc, l'évolution au cours du temps d'une particule classique va être déterminée par les équations pour R et V, et puis l'évolution d'une particule quantique va être déterminée par l'évolution de psi au cours du temps. Donc, la fonction d'état contient toute l'information sur les variables dynamiques d'une particule. Historiquement, on l'appelait fonction d'onde, on devrait l'appeler fonction d'état, ce qui est plus général et prête moins à confusion. La fonction d'onde psi est en général déterminée par des équations différentielles qui ressemblent à des équations d'onde. Donc, dès le départ, on a essayé d'interpréter cette fonction psi comme une onde. Louis de Broglie a été jusqu'au bout de cette interprétation en supposant que tout corpuscule était bien un petit élément de l'espace très restreint, mais qui était piloté par une onde, cette onde étant déterminée par une longueur lambda qui est égale au ratio de la constante de Planck divisée par la masse que produit la vitesse. Cette description est très simple et elle pose quand même quelques problèmes aux limites. C'est lorsque la masse est nulle, pour les objets dont la masse au repos est nulle, comme le photon, ou bien aussi pour les objets qui sont à petite vitesse, la longueur d'onde devient extrêmement grande et physiquement difficile à cerner. Cette réalité des ondes, Louis de Broglie a beaucoup travaillé pour en déterminer les caractéristiques et essayer que ces ondes-là étaient réelles et avaient une existence physique. Donc il a cherché des moyens de la mettre en évidence. Cependant, un siècle après, la réalité physique des ondes de Broglie n'a jamais pu être démontrée. En revanche, le formalisme reste toujours d'actualité pour décrire le comportement des objets quantiques. En effet, si on fait dans la thèse de Broglie, il a fait des calculs pour essayer d'estimer les longueurs d'onde associées à différents objets.
Alors, une bille ou un grain de sable, qui sont des objets macroscopiques, on s'aperçoit que la longueur d'onde est infiniment petite, beaucoup plus petite que l'objet, et presque des mesures qui sont en dessous des limites de la mécanique quantique. En revanche, dès qu'on va vers des molécules ou des protons, des électrons, on s'aperçoit, avec des vitesses qui sont caractéristiques, on s'aperçoit que la longueur d'onde des objets se rapproche de la taille de l'objet, donc il peut y avoir une certaine pertinence à estimer que la fonction d'onde décrit bien le comportement ondulatoire de ces objets-là. Le succès de De Broglie a été un an après, lorsque Davison et Germer ont fait une expérience avec des électrons qu'ils ont fait diffuser par un cristal, sachant que ces expériences étaient bien connues depuis longtemps avec des rayons X. Et donc, lorsqu'on diffuse des rayons X sur un cristal, on obtient ces figures, comme ils sont la figure de gauche ici, on obtient des ronds concentriques dont le diamètre ou le rayon est caractéristique de la maille du réseau qui constitue le cristal. Davison et Germer ont fait la même expérience avec des électrons et ont obtenu exactement la même figure de diffraction, ce qui prouve bien que les électrons avaient un comportement ondulatoire avec une longueur d'onde qui est associée, qui est du type de celle de De Broglie. Donc les ondes de De Broglie illustrent le comportement ondulatoire des objets quantiques, mais n'ont jamais été physiquement observées. On verra que la fonction psi doit être interprétée différemment. Donc le postulat de la mécanique quantique est que toute l'information dynamique sur une particule est contenue dans sa fonction d'onde. Une fonction psi, qui dépend de la position et du temps, et qui a une partie réelle et une partie complexe. Il faut insister sur le fait que cette fonction psi n'est pas observable. C'est un objet mathématique. Et la chose la plus simple que l'on peut extraire de la fonction d'onde, c'est ce qu'on appelle la probabilité de présence, à savoir le domaine de l'espace dans lequel la particule est supposée être, avec une probabilité, sachant que la fonction d'onde est très importante là où la particule est probablement. Par contre, elle a un domaine d'extension qui peut être très grand, voire infini. Donc, cette probabilité est exprimée par le modulo carré de la fonction d'onde. Comme c'est un nombre complexe, c'est modulo carré est la somme de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. C'est donc un nombre essentiellement positif, et donc comme toute probabilité doit être, et on l'a normé de telle sorte que la somme sur tout l'espace est égale à 1, si bien que on a la certitude que la fonction psi au carré décrit bien une fonction de probabilité. Sur le PowerPoint, vous pourrez avoir accès par les liens à des visualisations de cette fonction d'onde. Sur l'image à droite, vous avez en haut un instantané de la fonction d'onde à un moment donné, et en dessous, la courbe en cloche détermine la probabilité de présence de la particule dans cet endroit. Alors, quand on veut mesurer une particule quantique, c'est-à-dire déterminer une caractéristique, par exemple la position ou la vitesse, eh bien, il y a un processus dont on parlera longtemps, et on parle toujours, et qu'on reverra dans les chapitres suivants, qui consiste à faire un processus où l'observateur intervient, l'observateur fait une interaction avec la fonction d'onde, à partir desquelles il va extraire la position et la vitesse. Comme psi est un objet mathématique, l'opération mathématique correspondante est une opération de projection avec un opérateur qui va agir sur la fonction d'onde et va déterminer un résultat probabiliste pour la position, la vitesse et les autres grandeurs. Alors, c'est là que se trouve la partie essentielle d'interprétation de la mécanique quantique, c'est que le caractère probabiliste, il est intrinsèque, contrairement à ce que croyait Einstein, à la mécanique quantique. Il est intrinsèque à la propriété de la fonction d'onde psi de t. Et
Le caractère probabiliste vient du fait que nous essayons de projeter à notre échelle, où la notion de position de vitesse sont des grandeurs pertinentes, nous essayons de projeter à cette échelle-là des caractéristiques de l'infiniment petit pour lesquelles ces positions et ces vitesses-là n'ont pas les mêmes significations qu'à notre échelle. Donc, le caractère probabiliste résulte d'une transposition du monde de l'infiniment petit à notre échelle pour que nous puissions en interpréter les résultats. Pour illustrer les propriétés des fonctions d'onde, on prend le cas de l'effet tunnel, c'est-à-dire d'une particule quantique qui arrive sur une barrière de potentiel avec une énergie insuffisante pour la traverser. En mécanique classique, elle est réfléchie par la barrière et revient en arrière. Avec la mécanique quantique, elle a une probabilité non nulle de traverser cette barrière, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Voilà le résultat du calcul. Dans les deux premières parties de la figure, vous avez respectivement la partie imaginaire et la partie réelle de la fonction d'onde, de la particule, qui interagit avec la barrière de potentiel en rouge, et l'on voit qu'une partie de la fonction d'onde est réfléchie et une partie est transmise à travers la barrière. Je rappelle que ces deux grandeurs-là sont des artifices mathématiques qui ne sont absolument pas observables. En dessous, vous avez la probabilité de présence de la particule, qui est le modulo carré des deux grandeurs qui sont au-dessus, et qui permet de décrire le mouvement de la particule et la probabilité qu'elle a de traverser la barrière de potentiel. Ceci, c'est un cas emblématique du comportement d'un objet quantique qui est irréductible à ce que l'on voit à notre échelle. Nous allons continuer la description des objets quantiques en nous attachant aux propriétés des particules élémentaires, c'est-à-dire celles qui constituent, à notre échelle et à notre vision actuelle, qui constituent les briques de l'univers que nous observons. Nous allons retrouver les caractéristiques fixes, comme les particules classiques, sauf que ces caractéristiques fixes sont plus larges et plus complètes, puisqu'elles incluent la sensibilité aux interactions fondamentales, non seulement à la gravitation et l'électromagnétisme, et leur symétrie interne, ce qui est parfaitement spécifique aux molécules. Avant de passer en revue les interactions fondamentales auxquelles sont sensibles les particules quantiques, on va prendre l'exemple emblématique et qui est valable à l'échelle classique de l'interaction coulombienne, c'est-à-dire la force qui existe entre deux charges électriques. Ici, nous avons deux charges de valeur Q1 et de valeur Q2 qui sont distantes d'une distance r. Il est prouvé depuis longtemps qu'entre ces deux charges, il y aura une force dont la valeur absolue est déterminée par la formule qui est affichée ici, epsilon 0 étant une caractéristique du milieu dans lequel l'interaction se produit, epsilon 0 étant la valeur pour le vide. Donc il y a deux grandeurs essentielles ici, d'une part la notion de charge et la notion de distance et de portée. On dira que l'interaction coulombienne a une portée infinie, parce que R peut aller jusqu'à l'infini. Bien sûr, la fonction va décroître, mais elle est théoriquement existante jusqu'à l'infini. Par ailleurs, les deux charges Q1 et Q2 peuvent avoir des signes, positifs ou négatifs. Lorsque les charges sont le même signe, elles se repoussent. Lorsqu'elles ont le signe contraire, elles s'attirent. Eh bien, on va poursuivre cette analogie avec les autres interactions qui, elles aussi, vont avoir leur charge et leur portée. Alors, les quatre interactions fondamentales qui sont connues actuellement, qui sont à la base de toute notre connaissance de l'univers visible. Il y a d'une part deux forces connues qui sont en bas, qui sont respectivement en bas à droite l'interaction gravitationnelle, qui est connue depuis Newton et l'orbite des planètes. Au-dessus, vous avez la force électromagnétique qui détermine par exemple les mouvements des atomes, dans les atomes des électrons autour du noyau, et qui est spécifique des propriétés chimiques des éléments. En bas à gauche, vous avez la force faible qui est responsable de la radioactivité bêta, et dont on verra qu'elle est très importante pour le mécanisme du Soleil. Et enfin, en haut à gauche,
l'interaction forte qui est vraiment très forte et qui correspond à l'interaction qui maintient ensemble les protons et les neutrons et qui confine aussi les protons et les neutrons dans le noyau. Alors, dans ce tableau très vaste, que je ne prendrai pas le temps de regarder en détail, vous avez le détail de ces forces, d'une part gravitation, électromagnétique, forte, qui s'occupe de la cohésion des noyaux, et faible. À droite, la portée infinie pour l'électromagnétisme et la gravitation, parce que la force varie en 1 sur R2, l'inverse du carré de la distance, et est donc théoriquement de portée infinie, alors que les interactions fortes et faibles, elles, sont de portée extrêmement courte, elles sont presque des forces de contact, respectivement 10 puissance moins 15 mètres ou 10 puissance moins 16 mètres. L'analogue des charges pour la gravitation, c'est la masse, qui n'a pas de signe, puisque toutes les masses s'attirent, la charge électrique avec les deux signes, qui peuvent faire qu'elle se repousse ou s'attire, et puis deux charges particulières, dont on étudiera un peu le principe plus tard, la charge de couleur, qui gouverne le fait que certaines particules sont soumises à l'interaction forte et d'autres non, et l'interaction faible, même chose, qui détermine le fait que certaines particules sont sensibles à l'interaction faible, pas d'autres. À droite, vous avez leur intensité. Leur intensité, grossièrement, peut se calculer en disant, si on prend deux protons et qu'on les met à une distance typique d'un Fermi, quelle est l'intensité de la force qui les relie entre eux? Vous voyez que la plus forte, avec un coefficient 1, c'est l'interaction forte. Ensuite, l'électromagnétisme qui est 100 fois plus faible, mais qui est suffisante pour maintenir les électrons dans les atomes. Et puis ensuite, l'interaction faible, qui est déjà 10 millionième fois plus faible. Et enfin, la gravitation, qui est extrêmement faible, mais à des degrés, des ordres de grandeur énormes, et qui a son importance uniquement parce que il y a des masses énormes dans l'univers. Donc, les caractéristiques fixes des particules vont traduire leur sensibilité à ces quatre interactions. Elles sont donc caractérisées par leur masse, leur charge électrique, leur charge de couleur et leur charge faible. Pour illustrer le rôle de ces quatre interactions fondamentales, nous allons prendre le mécanisme qui fait fonctionner le Soleil, qui nous éclaire tous depuis quelques milliards d'années, et dont nous espérons qu'il le fera pendant quelques milliards d'années encore. Le Soleil est surtout constitué de protons, c'est-à-dire de noyaux d'hydrogène nus, et comme ils sont tous de même charge, ils se repoussent violemment en raison de l'interaction électromagnétique. Cependant, le Soleil a une masse tellement importante que la gravitation est assez puissante pour se faire collisionner les protons. Lors de cette réaction, il y a création d'une nouvelle entité, qu'on peut appeler le dihydrogène, plus un anti-électron qui est de l'antimatière de l'électron, plus un neutrino. Ensuite, le D+, qui est ici, constitué de deux protons, l'un des protons va se désintégrer en neutrons grâce à l'interaction faible pour donner naissance à un noyau d'un isotope de l'hydrogène qu'on appelle le deutérium. Ce deutérium stabilisé va être stabilisé grâce à l'interaction nucléaire forte et le processus va se poursuivre par fusion du deutérium avec l'hydrogène, etc. Parmi les caractéristiques fixes des particules quantiques, il y a un cas très important qui est le cas du spin, qui n'a pas d'équivalent en mécanique classique. Souvent, on essaie de le visualiser par une rotation, mais quand on connaît la description des particules quantiques telle qu'on l'a faite, la notion de rotation n'a pas de sens. On va voir que le spin a un sens beaucoup plus profond. Alors, les spins des particules peuvent avoir différentes valeurs. Alors, il y a le spin est un vecteur qui peut être de nul, donc il y a une seule position possible pour le spin. Quand le spin est une valeur h sur 2, on dit le spin 1,5, eh bien, le vecteur spin de la particule peut avoir deux orientations possibles. Il y a deux états possibles du spin différents. Quand le spin a une valeur de 1 en unité h,
il y a 3 orientations possibles. Et puis ensuite, il y a des spins potentiellement plus grands, mais qui sont prédits pour certaines théories, mais qu'on observe uniquement dans les objets composites actuellement. Les particules qui ont un spin pair, qui ont un spin entier, pardon, 0 ou 1, sont des bosons. Les particules qui ont des spins demi-entiers sont des fermions. On verra que cette distinction est essentielle pour classer les particules. Alors le spin a quand même un lien avec les moments magnétiques, puisque le spin détermine les champs la réaction des particules lorsqu'on les soumet à un champ magnétique. Sur le PowerPoint, vous pourrez visualiser la vidéo qui est à droite qui illustre ce fonctionnement des particules en fonction de leur spin. Le spin a énormément d'applications, par exemple en imagerie médicale. L'IRM utilise les capacités d'orientation et de désorientation du spin des particules en soumettant le corps humain à des champs magnétiques extrêmement puissants qui, dans un premier temps, vont aligner le spin des molécules composant le corps dans un sens, puis ensuite en lui imposant des mouvements de précession qui permettent de signer la composition et la constitution du corps humain et le fonctionnement, par exemple, du cerveau. Là aussi, à droite, vous avez des références sur le PowerPoint où vous pourrez avoir accès à des vidéos expliquant le fonctionnement. Donc le spin est une caractéristique interne, comme la masse ou la charge, mais qui a une origine relativiste et qui distingue la famille des bosons et des fermions. Alors maintenant, les particules ne sont pas toutes élémentaires. Les particules peuvent être composites en associant plusieurs particules entre elles. Quand on fait cette association, il y a de fortes contraintes puisqu'il y a des propriétés de symétrie et des lois, ce qu'on appelle des lois de conservation qui font que lorsque l'on fait des particules quantiques composites, il y a des liens très forts avec les caractéristiques de ces composants. Prenons l'exemple du proton, dont on verra plus tard qu'il est composé de 3 quarks, 2 U et 1 D, qui sont reliés par des gluons. Eh bien, les propriétés du proton peuvent en partie se déduire de celles de ses constituants, parce que sa masse sera la masse du proton plus la masse des quarks et plus la masse liée à l'énergie qui les relie. La charge sera la charge des trois quarks, sachant que les gluons n'ont pas de charge, et on retrouve le fait que les deux U ont une charge de 2 tiers de E, la charge de l'électron, et le D a une charge moins 1 tiers, donc le bilan fait bien une somme égale à E. Quant au spin, il fait intervenir le spin des quarks et le spin des gluons pour obtenir le spin du proton qui est égal à 1, etc., etc. Alors, ici c'est un tableau que nous n'avons pas le temps de passer en détail, mais qui illustre comment ces lois de conservation ont des implications très fortes sur les propriétés des constituants élémentaires de notre univers. Nous avons vu pour les particules classiques que la conservation de la masse et de l'énergie est liée à l'invariance au cours du temps, et on verra que l'exemple de cette équivalence masse-énergie est perçu par exemple lorsqu'on crée des paires particules-antiparticules. La quantité de mouvement qui est liée à l'invariance par translation, c'est la théorie des chocs et qui gouverne par exemple la collision élastique entre les particules quantiques. Le moment angulaire qui caractérise les éléments en rotation, là aussi, sera intervenir dans les collisions entre particules. Et puis, il y a d'autres symétries plus complexes, notamment les invariances de jauge, qui sont à l'origine des charges électriques, charges de couleur et charges faibles. En revanche, l'invariance par Lorentz, qui est l'invariance par rapport à la transformation de la relativité restreinte, a un impact important puisque elle détermine des propriétés de symétrie entre la matière et l'antimatière. Cette symétrie-là est à l'origine de la fonction de Dirac.
Alors ces lois de conservation ont quelquefois des rôles qui permettent de découvrir de nouveaux éléments. Un exemple bien connu, c'est la radioactivité bêta-, dont on a eu un aperçu dans le Soleil, où un neutron se transforme en proton et émet un électron négatif et un anti-électron. Alors, dans cette simple réaction, on a plein de lois de conservation. Par exemple, la conservation de la charge. À gauche, le neutron n'a aucune charge. Il faut qu'à droite, la charge électrique soit nulle aussi. Et là, il y a compensation entre la charge du proton et la charge de l'électron. L'antineutrino n'a pas de charge. Nombre de baryons. Les baryons sont des particules lourdes. Donc, il y a un baryon, le neutron, un baryon, le proton, et les autres sont des particules légères. Les leptons sont des particules légères, il y en a 0 à gauche, et puis il y en a deux à droite, mais une est une antiparticule, donc une antiparticule plus une particule, on donne un nombre de leptons qui est nul. Alors, la conservation d'énergie dans les réactions aussi a été à l'origine et de la quantité de mouvement a été à l'origine de la découverte de la particule en neutrino ou de l'antineutrino. En effet, assez vite, on a fait des expériences et on a vu qu'un neutron pouvait donner un proton par radioactivité bêta avec une émission d'un électron, ce qu'on a toujours pu détecter. Et en faisant cette expérience, on s'est aperçu que l'énergie émise de l'électron n'était pas discrète, comme on s'attend en mécanique quantique, mais variait de 0, c'est-à-dire presque émission au repos, jusqu'à une valeur maximum. Par ailleurs, quand on faisait le calcul de la quantité de mouvement entre le départ et l'arrivée, il manquait quelque chose. Donc Pauli a supposé qu'il y avait une particule qu'on ne voyait pas, qui devait donc être de charge électrique nulle et qu'on ne voyait pas. Il a postulé que c'était un neutrino, dont il a fallu plusieurs années pour le découvrir, étant donné qu'il interagit peu avec la matière. Donc les lois de conservation sont aussi des outils puissants pour découvrir des nouvelles propriétés. Alors, cette radioactivité bêta est la transformation des protons en neutrons ou des neutrons en protons. Là, on a un processus inverse. Est utilisée par exemple en imagerie médicale, par exemple la tomographie par émission de positons. Lors de la transformation du fluor 18 en oxygène 18, il y a émission d'un anti-électron de charge positive et d'un neutrino. On retrouve les lois de conservation de charge, de leptons et de protons. Alors, comme les électrons sont très nombreux dans l'environnement, eh bien, tout de suite, dès qu'il est créé, un anti-électron va rencontrer un électron et tous les deux vont s'annihiler pour donner 2 gamma avec une énergie bien particulière de 511 kV et surtout émis dans 2 directions opposées à 180 degrés pour des questions de conservation du moment cinétique. Donc, on met un détecteur de gamma autour du corps humain qui a absorbé ce fluor 18 et on cherche à détecter les paires de photons émises en coïncidence. À partir de ceci, on peut savoir leur origine et donc faire une radiographie, une image du corps humain, notamment des points où il y a une concentration d'émission du fluor 18. Là aussi, une vidéo vous permettra de comprendre le détail. Il ne peut pas y avoir d'émission d'un seul photon parce qu'un seul photon ne permettrait pas de conserver la quantité de mouvement dans la réaction. Les propriétés des particules quantiques identiques sont très spécifiques. En effet, si on prend un scénario classique où 2 billes, 2 particules classiques interagissent et puis ensuite diffusent en voie de sortie, on peut distinguer les 2 scénarios suivant que la bille 1 sorte vers le haut ou sorte vers le bas. Une telle situation n'est pas envisageable dans le cadre d'une mécanique quantique puisque si 2 électrons interagissent, ils interagissent au départ en ayant chacune leur fonction d'onde bien spécifique. À la sortie du processus, il y aura une fonction d'onde composite qui contient les états corrélés des 2 électrons.
Donc nous reprenons le schéma des particules quantiques qui interagissent en haut avec les deux particules en voie d'entrée, avec chacune leur fonction d'onde bien définie. En sortie, vous avez la fonction d'onde composite qui contient l'information sur la position de R1, la position de R2 et la position de leur interaction aussi. Donc c'est une fonction réelle et imaginaire avec ces deux parties, donc qui dépendent de cette variable désormais avec la position R1, la position R2 et le temps t. Cette fonction d'onde, bien sûr, n'est pas observable. La seule chose que l'on peut observer, c'est la probabilité de présence des particules. Or, comme elles sont identiques, cette probabilité de présence ne peut pas distinguer les deux scénarios. Cela se traduit par le fait que le module au carré de psi est le même que l'on permute quand on permute les variables R1 et R2. Ceci se traduit de manière algébrique simple que pour la fonction d'onde, pour obtenir une telle situation, ça suppose que la fonction change de signe ou ne change pas de signe lorsque l'on permute les deux variables R1 et R2. Ces deux propriétés sont extraordinairement importantes dans la suite puisqu'elles vont séparer les particules en deux familles, celles pour lesquelles la permutation ne change pas de signe et celles pour lesquelles elle change de signe. En effet, les particules de spin ennemi, qu'on appellera les fermions, ont des fonctions d'onde antisymétriques, c'est-à-dire qu'elles changent de signe lorsqu'on permute R1 et R2. Ça a une conséquence, alors que les bosons, eux, qui ont des spins entiers, la fonction d'onde ne change pas de signe lorsque on permute les positions R1 et R2. Les conséquences sont énormes, puisque si on fait tendre R1 vers R2 pour les fermions, on s'aperçoit que la seule solution possible, c'est que la fonction s'annule lorsque les deux particules sont superposées. Donc, c'est une illustration du principe de Pauli qui veut que deux fermions identiques ne peuvent pas occuper le même état quantique, alors que pour les bosons, il n'y a aucune restriction. Alors, dans la diapositive précédente, on a parlé surtout de la position. Il faut comprendre que le principe de Pauli, il concerne l'ensemble des caractéristiques des particules. Par exemple, si on va dans l'espace des phases, en prenant la carte d'espace des phases du pendule tel qu'on l'a vu en mécanique classique, avec ses courbes et ses trajectoires, une situation dans laquelle on a deux particules 1 et 2 qui sont identiques, mais qui occupent des zones d'espace des phases très disjointes, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire même position, mais des vitesses très différentes, le principe de Pauli ne s'applique pas, et une telle situation est tout à fait admissible en mécanique quantique. En revanche, une situation où telles que les parties 3 et 4 occupent une même zone de l'espace des phases est interdite par le principe de Pauli. Alors, pour terminer, voici un tableau assez complexe qui donne les briques élémentaires de l'univers, ou toute matière telle qu'on la connaît actuellement. Dans ce tableau complexe, je vous demande d'abord de regarder les particules qui sont violettes, qu'on appelle les quarks. En fait, de ces 6 quarks, il y en a surtout 2 qui sont importants, les deux premiers, U et D, qui sont ceux qui constituent la matière à notre échelle, c'est-à-dire les protons, les neutrons, les molécules, les atomes, etc. etc. Les autres, les 4 autres, ne sont visibles qu'au CERN, dans des expériences de haute énergie, ou bien au départ de l'univers. Donc les quarks sont des particules massives qui sont collées par les gluons, qui sont à droite, en rouge, qui est donc la particule qui va faire interagir les quarks. En dessous, vous avez les leptons en vert, qui sont des particules légères. Et là aussi, la première colonne donne les leptons que l'on trouve majoritairement dans notre univers actuel de basse énergie, à savoir les électrons, et les neutrinos électroniques. En revanche, là aussi, il y a d'autres familles de neutrinos et d'électrons que l'on peut observer à haute énergie, par exemple dans les rayons cosmiques, ou bien au CERN, ou bien au début de l'univers. Donc, les leptons ne sont pas sensibles
à l'interaction forte, ils ne sont pas sensibles aux gluons, et par contre, ils sont sensibles à l'interaction électromagnétique, et le couplage de ces leptons avec les quarks dans les protons et neutrons donne nos atomes. Et puis, à droite, vous avez les autres bosons, le photon, qui est donc le vecteur de la lumière et donc de l'interaction électromagnétique, et puis les autres bosons qui sont les vecteurs de l'interaction faible. Enfin, le petit né, dernier né, c'est le boson de Higgs, qui est tout à fait à part, qui a été découvert, qui a été prévu il y a une vingtaine d'années, découvert au CERN il y a quelques années, et qui serait la particule, et qui est la particule, qui est à l'origine des masses. En effet, autant on a une petite idée de la façon dont la charge électromagnétique, par exemple, apparaît, et de manière quantifiée, la masse des particules est un nombre tout à fait arbitraire dont on avait la peine à déterminer l'origine. Le boson de Higgs est la particule qui serait à l'origine du processus qui va affecter des masses à toutes les particules massives dans ce tableau. Ce tableau-là devrait être complété par un tableau miroir, puisque ça c'est le tableau de la matière. Il y a donc un tableau d'antimatière qui est le symétrique de ce tableau-là, sachant que quelques particules sont à la fois leurs antiparticules, donc on les retrouverait dans les deux tableaux. Donc la première colonne, c'est la matière ordinaire de basse énergie. Un exemple de construction, eh bien, pour faire un proton, vous prenez deux quarks U, un quark D, qui sont collés par des gluons, alors qu'un neutron sera composé d'un quark U et de deux quarks D, collés aussi par des gluons, et la différence de charge est liée au fait que les deux quarks U et D ont des petites différences de masse et n'ont pas la même charge. Donc on peut, par un jeu de Lego compliqué, reconstituer l'ensemble des particules élémentaires que nous observons dans notre échelle, et aussi, en combinant ces particules élémentaires, retrouver les atomes, les éléments, les molécules et tout ce qui nous constitue. Donc ce modèle standard, qui est actuellement le plus fondé, même s'il n'est pas complètement satisfaisant, permet de classer les constituants élémentaires de l'univers à partir de leur symétrie et de leur loi de conservation. Voilà, c'est terminé.